Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire Pouvoir d'achat et protection sociale. Comment agir concrètement pour soutenir vos salariés avec un budget maîtrisé? Malgré une inflation contrôlée, le pouvoir d'achat reste l'une des grandes préoccupations des Français. Or, les entreprises ont des contraintes économiques fortes et peu de marge de manœuvre sur les salaires. Alors, comment agir efficacement sans alourdir la masse salariale? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Alors, pas de théorie ou de concepts abstraits, nous allons vous proposer des solutions très concrètes, accessibles et directement activables par vous, décideurs, dirigeants d'entreprise, directeurs et responsables des ressources humaines. La clé, vous le verrez, c'est la protection sociale collective. La complémentaire santé, la prévoyance, les services associés sont des leviers concrets pour améliorer le pouvoir d'achat de vos salariés tout en maîtrisant vos coûts. Pendant toute la durée de ce webinaire, des experts seront là pour répondre aux questions que vous posterez sur le chat. Vous retrouverez également un guide pratique que vous pourrez télécharger avec les données clés, des retours d'expérience et les solutions concrètes. Mais d'abord, voici nos 5 invités. Bonjour à vous 5. Bonjour. Bonjour. Votre défi, nous présenter en 2 phrases votre entreprise. On commence avec vous, Laurie Potin, vous êtes DRH de Sofiap. Oui, donc Sofiap est une société financière spécialisée dans les prêts immobiliers subventionnés et nous aidons les entreprises à mettre en place des solutions de logement pour leurs salariés. En clair, l'entreprise prend en charge une partie des prêts immobiliers, une partie des intérêts du prêt immobilier de leurs salariés. Ça les aide à travailler sur la fidélisation et puis nous sommes une centaine de salariés au sein de Sofiap. Pierre Maury, DRH de Allopneu. Alors, Allopleu est le leader français de la vente de pneus sur Internet. Nous venons de fêter nos 20 ans cette année. Nous offrons un catalogue de pneus très large, de l'entrée de gamme aux pneus premium, en multimarques, peut-être du Michelin, du Continental, Goodyear et Pirelli notamment. Ça va du véhicule de tourisme aux 2 roues, en passant du quad à l'industriel et à l'agricole. Nous sommes un groupe de 290 collaboratrices et collaborateurs, 108 expertises métiers différents sur 3 entités distinctes, un entrepôt à Valence, dans la Drôme, le siège ainsi qu'un call center sur Aix-en-Provence. Antoine Raymond, responsable du pôle études et prospectives du centre études et data du groupe Alpha. Le groupe Alpha, c'est un cabinet de conseil en relations sociales auprès des représentants du personnel et des directions d'entreprise qui fait à peu près 1000 personnes, qui rassemble 1000 collaborateurs. Le pôle études et prospectives, c'est la structure d'études du centre études et data. Et parmi nos missions, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que nous traitons de l'analyse de la conjoncture macroéconomique et nous sommes également producteurs de données à partir de l'analyse des accords d'entreprise. Et c'est le cas sur les salaires et les rémunérations à partir des accords de NAO, négociations annuelles obligatoires, dont le principal sujet est l'évolution des salaires. Avec nous également Ariane Skorabanenkov, responsable d'affaires entreprises chez CNP Assurance Protection Sociale, et Mathieu Stankoviak, directeur du réseau commercial et des relations extérieures chez CNP Assurance Protection Sociale. Alors, CNP Assurance, c'est une compagnie d'assurance qui fait partie du grand pôle financier de l'État. Nous opérons dans 19 pays, à peu près 8000 collaborateurs, et nous avons réalisé à peu près 36 milliards de chiffre d'affaires en 2023. On couvre à peu près en France 36 millions de personnes, notamment sur la prévoyance. Et CNP Assurance Protection Sociale, c'est l'équipe experte, l'équipe dédiée sur la santé et la prévoyance, qu'elle soit à titre individuel ou à titre collectif dans les entreprises. Voilà pour les présentations. Parlons d'abord pouvoir d'achat et politique salariale. Vous l'évoquiez, Antoine, le groupe Alpha vient de publier une étude sur les négociations annuelles obligatoires. En quelques mots, quelques chiffres, que faut-il retenir pour 2025 ? Alors d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un ralentissement des augmentations salariales. On passe de 3,5% en moyenne sur les salaires négociés dans les entreprises en 2024 à 2,27 sur les salaires négociés en 2025. Pour autant, malgré cette baisse, les augmentations permettent des gains de pouvoir d'achat de 1%. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve suite au contexte inflationniste des années passées. Et c'est permis en particulier grâce au ralentissement de l'inflation. L'estimation serait autour de 1% d'inflation en 2025. Vous voyez que par rapport aux années précédentes, on est quand même nettement en dessous. Donc c'est ça qui permet
en fait le gain de pouvoir d'achat malgré le ralentissement des salaires. Pour autant, ça ne rattrape pas les pertes accumulées depuis la mi-2021, puisque sur toute la période mi-2021 jusqu'à 2024, on a eu une inflation supérieure au salaire. Autre élément, c'est qu'on a un tiers des accords qui ne prévoient pas d'augmentation de salaire. D'où l'importance des avantages non salariaux qui peuvent constituer les seuls éléments de compensation supplémentaire d'une année sur l'autre, monétaire ou non, on va le voir. Donc les seuls éléments de compensation pour les salariés. Alors que sont ces avantages non salariaux? C'est par exemple les avantages repas, dont les tickets restaurants. C'est des mesures qui concernent l'intéressement, la participation, la prime de partage de la valeur. Ça peut représenter également des mesures qui concernent le temps de travail ou l'équilibre de vie, le télétravail. Un autre ensemble, c'est les ASC, donc pour le CSE, le financement des activités sociales et culturelles, et naturellement la protection sociale. Pourquoi ces avantages non salariaux sont si importants pour ceux qui nous regardent et nous écoutent, pour les dirigeants d'entreprise, les DRH? Eh bien, tout d'abord parce que la plupart de ces avantages présentent un régime fiscal et social intéressant. Ensuite, ils ont du sens pour l'entreprise, car ces dispositifs sont porteurs de valeurs fortes. Si je prends quelques exemples, le forfait mobilité, ça concerne, on peut prendre en compte une dimension environnementale. La complémentaire, ça concerne la santé des salariés. Le temps de travail, c'est tout ce qui concerne l'articulation vie privée, vie professionnelle. Et du coup, ça permet aussi une incarnation de la dimension sociale et environnementale de l'entreprise. Autre élément, c'est que, vous l'avez dit, il y a des retombées donc, qui sont concrètes pour les salariés parce que lorsque on bénéficie de tickets resto ou d'une prise en charge plus importante de sa mutuelle, eh bien, naturellement, c'est des choses en termes monétaires qui sont directement mesurables. Ensuite, dernier point, c'est que ça peut constituer un avantage comparatif pour attirer les talents. Et ça, c'est pas négligeable pour une direction d'entreprise. Mathieu, une réaction? Oui, mais je suis tout à fait aligné avec Antoine. En fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est de soutenir le pouvoir d'achat des salariés sans alourdir la masse salariale des entreprises. La protection sociale collective, elle permet justement d'apporter une réponse concrète, sécurisée et budgétairement sécurisée, maîtrisée. Elle agit comme un amortisseur social pour les salariés et comme un levier de performance pour les entreprises. Pierre et Laurie, en tant que DRH, est-ce que vous partagez cette analyse? Pierre d'abord. Je vais prendre la parole. Complètement, je partage complètement l'analyse d'Antoine Romont. Nous, notre modèle économique ne peut pas tout faire reposer sur le salaire au risque d'atteindre les plafonds de verre des rémunérations et remettre en question toute l'objectivité de notre politique salariale. On a donc décidé d'envisager d'autres dispositifs d'amortisseurs de cette érosion du pouvoir d'achat, tout en maintenant, et ça c'est fondamental, notre modèle économique. On a décidé de dépasser, de donner une autre dimension à la notion de contrat de travail, qui suppose une rétribution du travail réalisé, mais plutôt de passer aussi plus loin un contrat social responsable. Alors, sans se substituer bien évidemment aux facteurs d'érosion que l'on connaît, mais plutôt jouer ce rôle véritablement d'amortisseur. Et pour nous, la revalorisation salariale collective certes, reste le levier idéal de maintien du pouvoir d'achat, mais nous avons également, comme il a été précisé par Antoine, d'autres leviers comme les tickets restaurants, le télétravail et d'autres sujets annexes. Et de votre côté, Laurie? Je partage complètement l'analyse. Effectivement, on a des budgets qui sont limités. On peut effectivement pas tout faire reposer sur les salaires. Et donc, on a activé d'autres leviers. Alors, évidemment, il y a le ticket resto et toutes ces choses-là. Et Sofiap, depuis plusieurs années déjà, s'est engagé particulièrement fortement sur tout ce qui est autour de la complémentaire santé, où là, nous travaillons très, très fortement sur ce sujet-là et notamment avec, depuis peu, la CNP. Alors effectivement, la protection sociale occupe une place importante dans la politique de rémunération de vos entreprises. On va y revenir dans un instant, mais entrons dans le concret, Ariane. Comment est-ce que la protection sociale, elle améliore le pouvoir d'achat et le budget des salariés? Alors,
Tout d'abord, comme vous le savez, la protection sociale, la complémentaire santé collective bénéficie de la participation employeur, qui est fixée avec un minimum de 50% de la base du salarié. Donc, selon les conventions collectives, elle peut même d'ailleurs être plus importante et s'étendre même aux ayants droit. On peut donc estimer que la cotisation du salarié sera 2 à 3 fois moins élevée qu'une mutuelle individuelle. Autre point, la complémentaire santé collective offrira aux salariés des remboursements pour des actes qui sont non remboursés ou peu par la sécurité sociale. Bien entendu, on pense à tout ce qui est médecine douce, les soins dentaires, tout ce qui est optique, et puis les dépassements d'honoraires, notamment pour les spécialistes. Et pour finir, la complémentaire santé collective peut offrir des garanties dont les remboursements seront bien plus élevés que pour une mutuelle proposée en individuel. Donc, au final, un salarié avec une complémentaire santé collective aura moins de reste à charge et améliorera de ce fait son pouvoir d'achat. La prévoyance collective, elle aussi, elle a un impact très important. Tout à fait, Sébastien, mais c'est moins évident et pourtant l'impact est encore plus important. La prévoyance, c'est notamment le besoin de compenser une perte de revenus. Alors, concrètement, lorsqu'un salarié est malade ou s'il a un accident, il se retrouve en arrêt de travail, ou pire, il est en invalidité. Il va donc subir une perte de revenus. Avoir une prévoyance, c'est s'assurer alors d'avoir un maintien de salaire ou bien une rente d'invalidité. En fait, pour moi, la prévoyance, c'est vraiment un filet de sécurité qui se déploie dans les moments difficiles. C'est finalement s'assurer une sécurité financière. Et pourtant, il est parfois encore difficile d'en parler en entreprise. Les chiffres peuvent sembler des fois un peu difficiles à comprendre ou à manipuler. Et puis, c'est un sujet qui peut être un peu anxiogène. Et dernier point qui me semble important, c'est cette notion de perception entre la fréquence et la gravité. En fait, avec la complémentaire santé, les salariés parlent de ce qui est fréquent, de ce qu'ils rencontrent couramment, des quelques euros, des dizaines d'euros qu'ils ont en reste à charge. Alors qu'ils en oublient la notion de gravité, notamment dans tout l'équilibre financier que l'on retrouve dans la prévoyance. Vous nous donnez quelques exemples concrets, Ariane? Oui, prenons par exemple l'exemple du décès d'un salarié. Si le salarié ne bénéficie pas d'un contrat prévoyance, la sécurité sociale va lui verser un montant forfaitaire de 3 977 €. Ce montant est fixé par décret, il est revalorisé chaque année. Donc, 3 977 €, c'est pour permettre aux ayants droit du défunt de faire face aux premières dépenses liées au décès. Donc, vous comprendrez bien, Sébastien, avec ce chiffre de 3 977 €, l'importance du contrat de prévoyance, puisque lui va pouvoir permettre de verser un capital décès jusqu'à 3-4 fois le montant du salaire brut annuel, voire avec des majorations pour les enfants. Il peut prévoir également de la rente éducation pour les enfants à charge et de la rente de conjoint. Donc, dans les périodes difficiles que sont la maladie et le décès, c'est bien le contrat prévoyance qui permet de faire face à une nouvelle réalité financière qui peut s'avérer parfois extrêmement compliquée. Alors, on le rappelle, hein, toutes les entreprises du secteur privé doivent proposer une complémentaire santé à leurs salariés. Mais Mathieu, comment en faire un levier d'attractivité et de fidélisation? En fait, est-ce que c'est une menace ou une opportunité? La protection sociale, elle ne doit plus être perçue comme une contrainte réglementaire, mais vraiment comme une opportunité, comme un marqueur de la politique sociale de l'entreprise. C'est son niveau de personnalisation dans l'entreprise, sa lisibilité, la manière dont elle est portée qui crée de la valeur. Avec une participation éventuellement renforcée de l'entreprise, une extension aux ayants droit ou alors des garanties en phase avec les attentes des équipes. Ces choix font la différence, notamment en matière de recrutement et aussi, tout à l'heure Antoine le disait, de fidélisation des talents. Et pour la prévoyance? Alors justement, Ariane vient d'en parler et elle est trop souvent ignorée, pourtant elle est vraiment essentielle. On parle souvent de ce qu'on consomme, de la santé avec de la médecine, mais la prévoyance est en cas de coup dur, en cas d'événements majeurs. En élargissant la couverture des salariés, et, par exemple en réduisant les délais de carence, les franchises, en ajoutant possiblement un collège, ou alors en ajoutant des garanties un peu spécifiques, telles que la rente éducation ou un capital handicap, l'entreprise
par ces démarches aussi, démontre une réelle attention aux moments les plus critiques de la vie de ses collaborateurs. C'est un engagement fort que fait l'entreprise qui structure, pour moi, à mes yeux, durablement le pacte social. Et puis, il y a tous les services Ouais. que l'on peut apporter au-delà des services de base et qui améliorent la santé, le bien-être et le budget des salariés. Ariane, vous pouvez nous donner quelques exemples de services? Bien sûr, Sébastien. Il y a des services aujourd'hui bien connus qui sont d'office, j'allais dire, intégrés dans les contrats. L'objectif est double. Bénéficier pour le salarié de tarifs négociés ou encadrés, mais aussi faciliter l'accès aux soins. On peut parler de tout ce qui concerne la téléconsultation, de l'assistance, des réseaux de soins, du second avis. Mais il existe aussi des services plus innovants, moins courants, qui peuvent répondre aussi à un certain nombre d'enjeux RH qui ont été identifiés en amont. Donc, on peut parler, par exemple, de tout ce qui tourne autour de la santé mentale avec l'écoute psychologique, sur tout ce qui tourne autour des troubles musculo-squelettiques avec des ateliers de prévention, du réveil musculaire, et puis le soutien des salariés aidants ou l'accompagnement des salariés parents. Et pour finir, on est quand même dans des aussi contrats santé, on peut parler de tout ce qui est bilan de santé. Les bilans de santé qui, en dehors du check-up, sont là pour détecter des maladies silencieuses. Aujourd'hui, en fait, les services doivent vraiment être un réflexe pour enrichir la protection sociale et faire un réel levier dans la politique sociale et salariale des entreprises. Pierre, chez Allo Pneus, qu'avez-vous mis en place en matière de protection sociale? Alors, il y a une chose que je n'ai pas précisée en introduction, c'est que nous avons été rachetés en 2022 par le groupe Michelin, qui a véritablement mis au cœur de sa stratégie d'entreprise, de sa vision d'entreprise, l'humain, et tout particulièrement un programme One Care, dont l'ambition est d'harmoniser auprès des 130 000 collaborateurs dans le monde des dispositifs comme la rente éducation parentale et le capital d'essai. Donc, je reviens sur ce que disaient Mathieu et Ariane, ce sont véritablement des dispositifs aussi importants au sein du groupe. Pour Allopneu, nous sommes allés plus loin en décidant cette année, après des niveaux d'inflation que l'on connaît historiques, de contribuer, de participer aux dépenses de santé de nos collaborateurs, de nos collaboratrices par une augmentation de la participation employeur, en passant de 50% à 60% sur le régime de base. Et nous avons également réajusté nos dispositifs en fonction de la cartographie de notre pyramide des âges et de la constitution de la cellule familiale. Nous restons convaincus que la contribution de notre entreprise aux événements de la vie de nos salariés est une nouvelle responsabilité sociétale au sein du groupe. Et chez Sofiap, quel levier avez-vous actionné, Laurie? Alors chez nous, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on avait une attention particulière sur la partie santé. Donc nous, la mutuelle, la complémentaire santé est prise en charge à 100% pour l'ensemble des salariés de l'entreprise. Donc c'est aussi un avantage que parfois on oublie, puisque on ne paye pas du tout la mutuelle. Pour autant, on est extrêmement attentif à ce contrat qui soit performant et de bonne qualité. Il y a notamment le fait qu'il y ait une extension pour les ayants droit, qu'ils soient enfants, les enfants ou les adultes, les conjoints. On a mis en place une option, une surcomplémentaire facultative en lien avec la CNP. C'était important pour nous de renforcer pour certains, parce qu'elle n'est pas obligatoire et elle doit s'adapter aux besoins de chacun. On est hyper attentif à tout ce qui est service et on en fait des rappels. C'est très très important pour nous que les salariés, Ariane en parlait tout à l'heure, et Mathieu également, des services autour de la téléconsultation, de toutes ces petites choses-là qui facilitent le quotidien de nos salariés, notamment en cas d'enfants malades ou les petits trucs que souvent maman, pas de plus en plus, doivent gérer de dernière minute. Et puis enfin, on travaille à faire de la communication de façon très régulière pour permettre de maîtriser le budget de cette complémentaire santé. On reviendra sur l'importance de la communication dans un instant, mais d'abord, expliquez-nous comment est-ce que vous avez construit ce dispositif avec CNP Assurance. Laurie. Alors, pour le coup, on était de manière avec un assureur depuis de très longues années et le contrat ne me convenait plus tout à fait. On a, à partir de 6 mois avant le transfert vers la CNP, l'adhésion à la CNP, on a travaillé de façon extrêmement transparente avec Ariel en lui donnant
tous les éléments que l'on avait à notre disposition. L'objectif, vraiment pour nous, c'était de construire un contrat qui, à la fois, ne déborde pas en termes de coûts, évidemment, mais qui aussi offre à nos salariés des garanties et des remboursements qui soient à minima ce qu'ils avaient déjà, voire renforcés, parce que l'objectif, il est évidemment là. Donc, on a travaillé de façon on lui a donné tous les bilans, on lui a donné tous les coûts, enfin tout ce que l'on avait à notre disposition. Et on a demandé aussi, on avait un objectif qui était très fort, qui était de pouvoir que ce soit simple pour nous, l'équipe RH évidemment, parce que c'est un peu d'administration, mais surtout pour les collaborateurs, pour pas qu'ils aient l'impression à chaque fois qu'ils fassent une demande de remboursement de devoir faire un parcours du combattant. Ça, c'était quelque chose qui était extrêmement important pour nous. Et de votre côté, Ariane, alors? Eh bien, comme l'a dit Laurie, on a vraiment travaillé ensemble. C'était un vrai travail d'équipe. Alors, d'une manière générale, c'est vrai qu'on part toujours de l'existant parce que les entreprises ont besoin de savoir un petit peu par rapport à ce qu'elles ont, comment c'est sur le marché, comment ça se passe. Donc, l'idée, c'est vraiment de partir de l'existant, d'analyser donc les garanties, tout ce qui est démographie. Et puis, on voit si justement, il y a une pertinence à proposer une alternative qu'on va donc travailler avec l'entreprise. Les alternatives, ça peut passer par plusieurs biais. Il y a bien entendu tout ce qui concerne les réajustements des garanties, souvent demandés à la hausse plutôt qu'à la baisse. Ça peut être une évolution dans la répartition de la cotisation entre l'employeur et le salarié. Ça peut être également un changement de structure de cotisation au vu de l'évolution de la démographie dans l'entreprise et puis aussi de l'ajout de services. En fait, pour Sofiap, qui avait déjà un très bon contrat, on a maintenu le niveau de garantie globale à l'exception de quelques garanties qui étaient vraiment une demande spécifique et sur laquelle on a travaillé. On a réajusté également l'écriture de certaines garanties pour pérenniser justement l'équilibre du contrat. Parce que, comme l'a dit Laurie, l'objectif, c'était vraiment d'avoir aussi ce côté de contrat équilibré et de ne pas forcément avoir des choses qui s'envolent. Et pour finir, on a bien entendu optimiser les services en intégrant tout ce qui était téléconsultation, les réseaux de soins, l'écoute psychologique, de l'analyse de devis, du second avis médical. Et puis, comme l'a dit Laurie aussi, surtout, on a fait ensemble un très grand travail de pédagogie auprès des salariés pour les rendre acteurs en fait de leur santé. Oui, gros effort de communication. Laurie, comment ça s'est concrétisé? Alors évidemment, on a commencé par faire une présentation très détaillée à notre CSE. La présentation qui devait durer une demi-heure a duré plus de 2 heures. Donc, ils avaient beaucoup de questions. C'est un sujet chez nous qui est très important, puisque vous 100% avec un assureur historique. On a fait une réunion avec l'ensemble des collaborateurs. On leur a présenté toutes les modifications, ligne par ligne. Ariane a vraiment pris le temps de répondre à toutes les questions, toutes les interrogations de nos salariés. On a été extrêmement transparent avec l'ensemble de nos salariés sur ce que ça nous coûte et pourquoi et quel est l'intérêt de travailler de manière responsable sur la santé. Alors, on a insisté sur le fait qu'être responsable, ça ne veut pas dire moins bien se soigner, mais se soigner avec des coûts sur des prestations de qualité dans les services qui étaient proposés. Et puis jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, ce matin, on était dans le cadre de notre semaine de la QVCT. Ariane a présenté une nouvelle fois à nos salariés tous les services qui étaient possibles, comment y accéder, pourquoi y accéder. Et ça, c'est quelque chose qui a été je pense en tout cas plutôt assez apprécié puisque ça permet de savoir comment activer notre contrat de façon vraiment facile. Ouais, Mathieu, la communication, c'est vraiment un enjeu majeur. Ben, vous l'aurez compris, rien qu'à écouter Laurie, Ariane et précédemment Pierre, c'est absolument majeur. Pour qu'un dispositif de protection sociale déploie pleinement, en tout cas, ses effets, il faut qu'il soit compris, perçu comme un élément global de la rémunération, un élément à part entière de la rémunération. Mais il faut qu'il soit documenté, expliqué, qu'on prenne le temps aussi avec les collaborateurs d'aller décrypter les garanties, de donner la lisibilité, de rassurer. Donc la communication, c'est vraiment un élément moteur et global. Il ne suffit pas en fait de mettre en place un bon contrat. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un bon contrat? On pense mettre en place un bon contrat, il ne suffit pas que de ceci. Il faut aussi l'expliquer, le valoriser aussi, le mettre en avant, parce qu'on stigmatise souvent certaines garanties, l'optique, le dentaire, au détriment d'autres, ou les médecines douces, alors qu'on a des besoins assez forts en hospitalisation ou en médecine de ville. Voilà, c'est valoriser tout ce qui a été mis en place, l'expliquer, mais aussi mesurer l'impact a posteriori avec les équipes.
pour moi, c'est une démarche RH à part entière, mais qui est aussi en lien avec le commercial de CNP Assurance Protection Sociale. On l'a vu, hein, c'est un travail main dans la main entre Laurie et Ariane. Laurie qui propose et Ariane qui vient documenter, qui vient avec son expertise communiquer des choses et valoriser l'ensemble. Et Pierre, comment est-ce que vous valorisez tous ces avantages dans votre entreprise? Oh, je prendrai les deux piliers de la communication, si tant est qu'il y en ait plusieurs, mais les principaux pour nous, c'est la fréquence et le canal. La fréquence, c'est la régularité. C'est un sujet qui ne peut être abordé qu'une seule fois. Il faut rappeler effectivement ces avantages régulièrement. Toujours rester dans cet esprit de contrat social responsable. Laurie en a parlé en termes de responsabilisation sur les niveaux de dépenses de santé auprès des collaborateurs. Et ensuite, le canal, nous nous appuyons énormément sur notre ligne managériale, qui sont les garants au sein de l'entreprise de toutes les communications ascendantes et descendantes. Pardon. Donc, pour nous, c'est essentiel de nous appuyer sur ce canal de communication. Après, nous en avons d'autres, bien évidemment. Nous avons les lettres de communication interne, nous avons les réunions trimestrielles. Et surtout, nous avons cet avantage qui est précieux, c'est d'avoir une interlocutrice chez CNP qui est particulièrement disponible auprès des collaborateurs et collaboratrices pour répondre à leurs questions individuelles. Alors, on arrive presque au terme de ce webinaire. Un conseil à ceux qui nous regardent et nous écoutent pour faire de la protection sociale un levier concret pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés. On commence avec vous, Antoine. Je pense qu'il faut en faire une composante claire du package de rémunération et l'utiliser plus systématiquement dans les négociations. En faire plus systématiquement un sujet de négociation dans les négociations annuelles. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisamment le cas. On le voit, les avantages non salariaux sont abordés nettement dans une minorité d'accords. Typiquement, si je prends l'exemple précis de la mutuelle d'entreprise, c'est traité uniquement dans 7% des accords NAO, donc des accords qui revoient chaque année les rémunérations et l'évolution des salaires. Donc, on voit bien que c'est extrêmement peu. Ça ne veut pas dire que les entreprises ne traitent pas du tout ce sujet-là, puisque la mutuelle, en général, ou la prévoyance font l'objet d'accords dédiés. Néanmoins, quand on négocie chaque année sur l'évolution des salaires, on voit bien que c'est extrêmement minoritaire. Donc, il faut renforcer ce point-là. Laurie, on ne vous entend pas, Laurie. Il fallait bien que ça arrive une fois, excusez-moi. Notre objectif pour nous, c'est d'en parler dès les entretiens et pendant le recrutement, de manière à ce que les futurs collaborateurs, nos futurs talents, dès le début, sachent que c'est un point important au sein de Sophia, chez nous. Voilà. Pierre. Alors pour notre part, on ne parlera plus de salaire, mais de dispositif, de package de rémunération dans lequel on intégrera cette couverture santé qui est devenue aujourd'hui un élément à part entière de cette rémunération, tout particulièrement, comme on le sait, depuis le désengagement progressif mais immuable de la sécurité sociale. Je me risquerais même à parler d'une entreprise providence aujourd'hui sur la santé avec un rôle essentiel et responsable sur la couverture santé. Les attentes des collaborateurs à l'égard de l'entreprise vont se préciser dans les années à venir. Si l'entreprise, et je le rappelle, ne se substitue pas aux aléas de la vie, elle peut pour autant contribuer au parcours de vie des collaborateurs de l'entreprise, tout particulièrement sur les questions de protection sociale, et ce qui peut constituer effectivement un élément différenciant. Peut-être pour apporter une conclusion à tout ça, en tout cas, c'est que pour nous, l'essentiel, c'est donner du sens, un nouveau sens à notre dispositif de rémunération et faire de la protection sociale un élément d'identité de l'entreprise à part entière, adapté au parcours de vie du collaborateur. Ariane, un dernier conseil, un dernier message. Un dernier conseil, peut-être privilégier systématiquement une approche globale, prévoyance, complémentaire santé et services, tout ça dans une logique d'équilibre des contrats. Et Mathieu? Je ne vais pas paraphraser ce qui vient d'être dit, mais vous l'avez vu, tant avec Coralie qui accompagne Pierre qu'avec Ariane qui accompagne Laurie, c'est d'avoir pour moi, tout commence par un diagnostic complet, en fait, approfondi de la situation d'entreprise. L'adéquation aux besoins des salariés, la lisibilité des garanties, la performance budgétaire que souhaite aussi l'entreprise,
la protection sociale dans son intégralité. Pour moi, c'est la santé, la prévoyance, ça peut être aussi l'épargne retraite, l'épargne salariale, c'est aussi la prévention santé. Tous ces éléments sont des piliers pour moi d'un pacte social solide, fondé sur la confiance entre les collaborateurs et l'entreprise, et un engagement qui est quand même réciproque entre les parties. C'est un socle de sécurité pour l'entreprise et pour les salariés, mais c'est aussi un vrai facteur d'attractivité pour les entreprises. Merci à vous cinq d'avoir participé à ce webinaire et merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous invitons à télécharger le guide pratique qui reprend les données clés, les retours d'expérience et les solutions très concrètes et qui vous permettra d'aller encore plus loin et d'approfondir donc tous les bénéfices pour votre entreprise et vos salariés de la protection sociale collective. Excellente journée à tous.